Au volant de sa voiture électrique, comme presque tous les matins, le coiffeur le plus célèbre de France fait le tour de son immense propriété. Il s'appelle Jacques Desange, il a 87 ans et il a fait fortune en coupant les cheveux des Français. A priori, il a tout pour être heureux dans son domaine de l'Ardoise, en Sologne, sa terre natale. Jacques Desange a racheté au fil du temps les parcelles de ses voisins. Avec 600 hectares, c'est aujourd'hui l'une des propriétés privées les plus vastes de Sologne. Un paradis pour les animaux sauvages. Il y en a deux bandes. Ils sont pas... Peut-être qu'ils sont ensemble, là. Jacques Desange n'est pas arrivé à la coiffure par hasard. Son père était le coiffeur de Souhem, le village voisin. C'est de lui qu'il a tout appris. J'ai racheté ce territoire où je venais enfant à la pêche avec mon père. Vous aviez de très bons rapports avec votre père? Oh, fantastique, mon père était un type merveilleux. Il m'a déjà transmis la passion de ce métier. Puis je crois que il m'a appris à travailler tôt le matin. Il a vu votre réussite? Oui, puisque quand il est venu me voir à Paris, qu'il a vu mes salons, je lui ai demandé s'il ne regrettait pas d'avoir mené la vie qu'il a menée, car il aurait pu, avant moi, faire une belle carrière. Il me dit pas du tout. Comment tu vas faire pour payer tout ce personnel, m'a-t-il dit un jour. Je dis, écoute, j'espère que je vais y arriver. Nostalgique de ses débuts, Jacques Desange tient à nous montrer une relique qu'il garde à l'abri des regards dans une pièce de sa propriété. Ça, c'est le salon où je fais mes débuts. Je l'ai récupéré. Il a conservé tous les meubles et ustensiles de son tout premier salon de coiffure. Le fauteuil, c'était le fauteuil sur lequel j'ai appris mon métier de coiffeur pour homme. Il a à peu près une centaine d'années. Vous avez commencé à travailler à quel âge? Oh, j'ai commencé à raser à mes clients, à savonner d'abord. Mon père rasait ensuite, mais à faire la mousse des barbes, j'avais 11-12 ans. Il y a bien des années de cela, lorsqu'il n'avait que 20 ans, Jacques Desange, simple coiffeur, quitte la Sologne pour Paris, sans un sou en poche. Grâce à l'invention de nouvelles coupes et de la couleur blond Desange, son ascension professionnelle va être fulgurante. Chez Jacques Desange, cette jolie tête ronde se sommera volontiers d'un chignon berlingot. Toutes les grandes stars de l'époque ne jurent que par lui. Françoise Hardy, Claudia Cardinal, Jeanne Moreau, Sheila et bien sûr Brigitte Bardot. C'est Jacques Desange qui lui a créé son célébrissime chignon choucroute, d'une blondeur incandescente dans son salon de Saint-Tropez. Son coup de génie sera d'inventer la franchise. Il loue son nom à d'autres salons de coiffure, mais aussi à un grand groupe de cosmétiques. Cela fera sa fortune et son empire. Au milieu des années 90, dans le monde, 1200 salons portent son nom. 15 000 employés y coiffent 70 000 femmes par jour. En pleine gloire, il épouse sa première femme, Corinne, qui lui donnera 2 enfants, Cyril, et 2 ans plus tard, un petit frère, Benjamin. Mais le couple se sépare rapidement après cette deuxième naissance. Benjamin a 23 ans quand il rejoint l'entreprise familiale. Son père le prend sous son aile, il franchit rapidement tous les échelons et devient l'héritier désigné de l'Empire. En 2004, Jacques Desange le nomme directeur général du groupe. Et c'est là que tout va basculer. Entre le fils et le père, les rapports se détériorent. En 2010, Jacques Desange vend la totalité de ses actions. Il affirme avoir été évincé du groupe par Benjamin, toujours directeur général. La guerre semble déclarée. Jacques Desange rédige un livre incendiaire contre son fils. Benjamin poursuit alors son père devant les tribunaux. Par ailleurs, la société qu'il dirige réclame aujourd'hui 7 millions d'euros de dommages et intérêts à Jacques Desange, lui reprochant, entre autres, des actes de dénigrement. Le clan Desange
au tribunal de grande instance de Paris. Le nom de Sange est très médiatique. La presse de tout le pays se jette sur le procès entre le fondateur du groupe et son héritier. Après 1 heure d'entretien où les 2 hommes ne se sont pas échangé un regard, Jacques Desange, le père, ressort choqué. Cet entretien? Oui, c'était très dur. Et j'imagine que j'ai pensé en voyant Benjamin que si la honte avait un visage humain, ça aurait été Benjamin. C'est Benjamin que je voyais. Finalement, en février 2012, la société créée par Jacques Desange et dirigée actuellement par son fils Benjamin est déboutée. Mais elle fait appel de la décision du tribunal. Le verdict devrait être rendu d'ici quelques semaines. Alors comment expliquer un conflit si violent entre un patriarche et son héritier? Pour tenter de comprendre, nous sommes allés poser la question à une psychologue, Sabrina Philippe, à qui nous avons fait visionner notre documentaire. L'argent révèle souvent, en effet, les conflits. Et plus il y a d'argent, plus ça, c'est un révélateur. Mais ce qui est clair, c'est qu'un enfant qui a été élevé dans l'amour ne peut pas avoir ce type d'attitude. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, du lien qui ne s'est pas fait. Car quand le lien est créé, il est impossible pour un enfant d'imaginer faire du tort à ses parents. On peut s'en éloigner, on peut décider de ne plus voir ses parents, mais de là à leur faire du tort, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un loupé. Il y a eu un loupé. C'est loin des querelles parisiennes dans sa propriété de l'Ardoise que Jacques Desange attend la fin de la bataille. Il se ressource ici dans son gigantesque manoir, au milieu des tables de jeu et des trophées de chasse. Le temps ne nous permet pas de déjeuner alors que vous avez tout installé à la piscine, mais on va déjeuner ici. Il peut compter sur le soutien de ses amis et surtout de sa seconde femme, Sally, épousée en 2005. Elle travaillait dans le groupe Desange à Taïwan. Tu vas conduire. Nous allons aller faire un tour à Swem. Pour se remonter le moral, Un petit pèlerinage. il se rend régulièrement à quelques kilomètres de chez lui. Un petit voyage dans le temps pour le patriarche. Revenir à l'époque bénie, où la famille Desange était encore unie et heureuse. Le patriarche aime se rappeler l'enfance simple qu'il a vécue, loin de celle qu'il a offerte à ses enfants. La maison où ma mère est née, c'était la ferme du château de Swem à l'époque. Un peu plus loin, le village natal de Jacques Desange. Alors, ici à droite, c'est la maréchalerie de mon grand-père. C'est la maison où mon père est né. Et en face, c'est la maison où je suis né, où il y avait le bistrot de ma mère et le salon de coiffure de mon père. Ça, c'était ma chambre. Un peu plus loin, c'était le bistrot. Et après, c'était le salon de coiffure. C'était à l'époque une très jolie maison. Quand il a besoin de se confier, Jacques Desange se rend chez un de ses amis d'enfance, natif comme lui de la région. Ah oui. Alain Brault a aussi été le premier franchisé du groupe. Je ne me reconnaissais plus. Non, bah vous êtes rentré de l'autre côté. Ah oui. D'un côté. Le fondateur vit mal le conflit qu'il oppose à son fils. En dépit de tout, il reste convaincu que Benjamin a choisi de faire passer l'argent, l'héritage, avant la famille. Lorsque je l'ai nommé directeur général, c'est la fois où j'aurais dû le virer. Voilà. Je n'ai pas eu le courage de le faire. Il a fait passer dans la presse des articles où il disait Benjamin, l'héritier de Jacques Desange. Desange qui a vendu ses salons, a passé la main à son fils, comme si Benjamin était le seul héritier. Il a occulté complètement son frère, qu'il a foutu dehors d'ailleurs en même temps que moi. C'est dommage d'en arriver là, en famille. C'est toujours très triste d'avoir des parents et des enfants qui en arrivent là. Certains pourraient tuer père et mère pour réussir. La mère de Benjamin est morte depuis longtemps, mais il a tué son père. C'est Oedipe, hein. C'est un... Enfin, s'il le tuait, je résiste.
toujours une question d'héritage, une question de fric. C'est le fric. Benjamin qui n'a pensé qu'à l'argent depuis son enfance. L'argent. L'argent rend fou. L'argent rend fou. Avoir un héritier modèle, c'est le rêve de tous les fondateurs d'empires. Dans la famille de Sange, père et fils ne réussissent pas à s'entendre. Mais dans d'autres familles très fortunées, certains enfants font tout pour ne pas décevoir leurs parents et être à la hauteur de l'héritage à venir, quitte à supporter la pression d'un patriarche très exigeant. Au bout de cette allée bordée de lavande, une magnifique bâtisse du XVIIIe siècle. Fenêtre à croisillons, façade en pierre de taille, nous allons pénétrer au cœur d'une somptueuse propriété familiale, le château La Lagune. C'est un domaine viticole parmi les plus prestigieux du Bordelais. 80 hectares de vignes qui produisent un grand cru classé du Médoc de renommée mondiale. À la tête de la propriété, Caroline Fray, 34 ans aujourd'hui. Cette journée-là est très importante pour elle car c'est le début des vendanges. Elle va récolter le fruit d'1 an de travail. Mais d'abord, la jeune femme doit motiver ses équipes de vendangeurs. C'est le premier jour de nos vendanges. Un nouveau millésime qui se prépare, qui va être, je pense, un beau millésime. Les consignes maintenant, vous les connaissez, elles sont les mêmes. Ne coupez que les belles grappes. Le premier tri, c'est vous qui le faites. Bonne journée. Dans ce vignoble, la récolte du raisin se fait uniquement à la main. Caroline est directrice de l'exploitation, mais elle n'est pas propriétaire du domaine. Celui qui possède le château de la Lagune, c'est cet homme, au milieu des vignes. C'est donc le patron de Caroline, mais aussi et surtout son père. Issu d'une famille de la classe moyenne, Jean-Jacques Fray a connu une réussite fulgurante dans l'immobilier commercial. Aujourd'hui, sa fortune avoisine les 400 millions d'euros. Il a racheté le domaine, il y a 13 ans, pour un prix resté secret. S'il en a confié la direction à sa fille, c'est parce qu'elle est sortie major de la prestigieuse école d'œnologie de Bordeaux en 2003. Selon lui, elle n'aurait donc eu aucun passe-droit. Si Caroline est là, c'est parce qu'elle en a les capacités, pas parce qu'elle est ma fille. Sans ça, j'aurais embauché quelqu'un d'autre. Je ne lui ai pas fait un cadeau. La Lagune, ce n'est pas un jouet, c'est un gros investissement. C'est beaucoup de monde qui travaille sur la propriété et on n'a pas le droit à l'erreur. Je lui mets la pression là. Je suis fière. Mais ça fait longtemps que je lui mets la pression, mais elle résiste bien. Ça fait 33 ans que tu me mets la pression, donc si tu veux, je me suis fait une petite carapace. Finalement, c'est un certain moteur en soi. Entre le père et la fille, la complicité est évidente et l'entente cordiale. Mais pour Caroline, l'enjeu est énorme. Gérer le château La Lagune, c'est diriger une 50aine de salariés toute l'année et 3 fois plus pendant les vendanges. Et surtout, produire 100 000 bouteilles par an, dont 70% destinées à l'export. Des bouteilles qui doivent être à la hauteur de la réputation du château. Ça se dégustait bien ce matin. Caroline ne peut pas se permettre de décevoir son père, car Jean-Jacques Fray a donné tous les moyens à sa fille pour réussir. Il a investi ici plus de 20 millions d'euros. D'abord, pour replanter toutes les vignes et installer ce cuvier ultramoderne qui permet d'optimiser les arômes du terroir. Il a aussi financé toute la rénovation et la décoration du château. Du sol au plafond, toutes les pièces de cette bâtisse du XVIIIe siècle ont été entièrement restaurées. Pourtant, il y a encore quelques années, rien ne laissait présager que Caroline se mettrait aux commandes de cette illustre maison. L'autre, l'ancien métier de Caroline, cavalière, professionnelle. Les années de compétition hippique ont forgé le caractère de la jeune femme. Je pense que c'est une bonne école, la compétition équestre ou la compétition dans d'autres sports. Ça donne des objectifs et ça me sert clairement dans mon travail. Ça apprend qu'il n'y a qu'une seule place, c'est celle du podium.
et pas celle ni à gauche ni à droite. C'est pas la deuxième ni la troisième. Non, celle qui compte, c'est la Celle première. qui compte, c'est la première. Dans la famille Frey, la réussite à tout prix semble être une obsession. Lorsque l'on doit supporter une telle pression, lorsqu'on doit faire la fierté de son père, quoi qu'il en coûte humainement, comment le supporte-t-on ? Sabrina Philippe, notre psychologue, décrypte cette question pour nous. Si cette relation est possible, si elle ne s'est pas rebellée, si elle accepte finalement cette pression paternelle, c'est parce que toute petite, le regard qu'a posé son père sur elle, c'était « toi, t'es une championne ». S'il avait posé un regard différent, qui aurait dit « je suis pas très sûre de ce que tu peux faire », là par contre, ça aurait pu faire beaucoup de dégâts. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est « je te demande quelque chose, mais je suis pas sûre que tu vas pouvoir y arriver ». Et là, c'est pas ça. C'est « je te demande quelque chose, mais moi je sais que tu as toutes les capacités pour y arriver ». Chaque année, pendant les vendanges, les parents de Caroline la rejoignent au château pour quelques jours. Cette réunion de famille est devenue une tradition, marquée cette année par l'arrivée de la fille de Caroline, Élise, une future héritière de l'Empire Frey. En plus de l'immobilier commercial, Jean-Jacques Frey a aussi investi dans le marché des énergies renouvelables et dans celui des vins et spiritueux. Le patriarche a nommé sa fille aînée Céline, directrice générale de la holding familiale. Caroline s'occupe, elle, du pôle vin et champagne, une activité stratégique pour l'image du groupe. La jeune héritière est bien consciente du poids que son père lui a mis sur les épaules. C'est vrai qu'en plus, on emmène toute une entreprise dans le sillage. Donc, on a aussi cette responsabilité de réussir. Tous ces gens, ils comptent sur nous pour prendre les bonnes décisions de l'entreprise. Le vin, c'est bien de savoir le faire et le faire très bien, mais il faut aussi savoir le vendre. Oui. Donc c'est vrai que là, tu te dis, oh, j'ai peut-être une partie à laquelle je n'avais pas pensé. Malgré quelques tâtonnements au début, Caroline a su faire progresser les bénéfices du domaine. Un succès qui ne la coupe pas pour autant du terroir. Bien sûr, ce qui me plaît le plus dans ce métier-là, c'est d'être dans les vignes, c'est d'être dans le chai. Et c'est vrai que parfois, je regrette quand il se passe quelques jours où j'ai pas pu le faire. Mais bon. Gérer le château La Lagune n'est pas la seule mission que lui a confiée son père. Car en 2006, voyant que sa fille s'en sortait plutôt bien, il a aussi investi dans d'autres vignobles. À l'autre bout de la France, sur la commune de Tain-l'Hermitage, dans la vallée du Rhône. Et c'est tout naturellement à sa fille qu'il a confié le développement de la maison Jaboulet, qui regroupe les meilleures appellations de Côtes-du-Rhône. Une centaine de salariés travaillent ici pour produire environ 3 millions de bouteilles par an. Un volume beaucoup plus industriel que la Lagune. Avec tout de même un joyau, la Chapelle Hermitage, un vin d'exception. C'est une cuvée qui atteint des qualités reconnues par les plus grands critiques. Une bouteille de Chapelle, aujourd'hui, c'est une bouteille qui est vendue aux particuliers dans les 150-160 euros pour les millésimes récents. Les vieux millésimes peuvent, eux, atteindre des prix astronomiques. 5 mètres sous terre, bienvenue dans le Saint des Saints. Un bunker secret et ultra protégé où reposent les bouteilles les plus précieuses. Mondialement reconnue, 1961 est l'année du siècle pour la Chapelle, jamais égalée à ce jour. Voilà, effectivement, une bouteille de Chapelle 61, donc qui est précieusement gardée dans la cave. Donc ça, c'est le vin légendaire qui a fait vraiment toute la renommée de la Chapelle et qui est reconnu par les plus grands professionnels comme un des 10 meilleurs vins au monde. Dans cette cave, à peine une soixantaine de bouteilles de ce cru exceptionnel ont résisté au temps. Quant au Magnum, du même millésime, il n'en reste ici que 3. Et c'est cette rareté qui leur fait atteindre des prix exceptionnels dans les ventes aux enchères, comme à Genève, où un Magnum s'est vendu dernièrement à 78 000 euros. Voilà. Bonjour. Chez Jaboulet, ce n'est pas dans les caves que Caroline passe le plus de temps. La chef d'entreprise a regroupé ici toute la gestion et les services administratifs de ces différents vignobles.
Bon, ça va les commandes? Mais c'est ok, Ouais, hein, oui, je sais ça pas, va, je l'ai oui. mise en Il y a toujours des primeurs qui arrivent un peu. On a prolongé jusqu'au 15, un peu moins. Oui, ce matin, j'en ai eu. Non, on a des chèques, mais pas de Ouais. commandes. Pourtant, dans son cursus, elle n'a jamais fréquenté les bancs d'une école de commerce. Son sens du business, Ok, merci. encore un héritage paternel. Mon école de commerce, je l'ai faite indirectement avec mon père parce que depuis toute petite, je le vois forcément travailler. Et puis maintenant, on est toujours également très proches. Et dès que j'ai un doute, dès que j'ai une question, il est là et il m'encadre, il me donne des idées. Quelle autre personne autour de moi aura autant envie que lui de me voir réussir et de me voir mener à bien ses entreprises. Pour Caroline, Jean-Jacques Fray est bien plus que son père. C'est aussi son mentor. Elle est dans une relation fusionnelle avec son père. On voit bien tout l'espace qu'il prend dans sa vie personnelle et dans sa vie psychique. Elle pense à lui en permanence. Qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est comme ça qu'il ferait? Est-ce que ça va lui plaire? Elle a toujours ce regard admiratif de petite fille sur son papa. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait tout. Pour plaire à son père, Caroline a lancé un nouveau projet. Au pied de ses vignes, en plein centre de Tain-l'Hermitage, elle a décidé d'ouvrir une boutique et un bar à vin. Objectif, créer une vitrine haut de gamme pour ses meilleurs crus et implanter la famille dans le tissu économique local. Là, on est vraiment dans l'espace boutique. Donc l'entrée se fera à ce niveau-là. Et puis ensuite, on aura tout l'espace vente avec un très joli meuble en bois massif pour accueillir les bouteilles et les différentes cuvées. On va également prévoir un espace œnothèque pour les vieux millésimes de chapelle. Pour transformer cet ancien magasin de vêtements, plusieurs mois de travaux seront nécessaires. Un chantier important pour l'économie de cette petite ville de 6000 habitants. Oui, on peut mettre des belles pergolas avec de la vigne comme on a fait devant les bureaux. C'est un investissement qui est quand même assez important, mais qui est pour moi prioritaire et voilà, qu'on réalise là sur 2011 et que j'espère ouvrir à la fin de l'année. Et c'est un investissement d'aujourd'hui 500 000 €. Comme dans tout ce qu'elle entreprend, Caroline sait exactement ce qu'elle veut. Bon, on est parfait là. Un caractère bien trempé qui n'est pas l'apanage exclusif du patriarche de la famille. Au niveau de la finition, on s'est dit qu'on partait sur un chêne naturel au départ. On avait parlé de mettre des étagères bouteilles au-dessus. Oui, il y a des étagères bouteilles, mais il faudra quand même poser des verres. Normalement, moi, j'aurais pas fait de présentation de verre, forcément. Hein. Non. Que de la bouteille. Oui, que des bouteilles. Comment ça se passe quand Caroline Fray n'est pas d'accord avec vous? On dit amen. Œnologue de formation, Caroline a su développer au fil des années un sens des affaires. Mais prendra-t-elle un jour la première place de l'entreprise, la seule qui compte dans cette famille et qu'occupe aujourd'hui son père? Une chose est sûre, cette héritière travaille d'arrache-pied pour y arriver. Mais dans les familles fortunées, certains héritiers sont parfois bien plus exubérants et dépensent sans compter. Soleil toute l'année, sable fin et corps de rêve qui s'exhibe sur l'une des plus belles plages du monde. Nous sommes à Rio de Janeiro, dans le quartier de Copacabana. 4 km de front de mer, bordé par l'une des avenues les plus chics de la ville. Juste à côté du plus ancien palace 5 étoiles de Rio, une résidence de luxe. C'est au 11e étage, avec une superbe vue sur mer, que réside une héritière connue de tous les Brésiliens, Narcissa Tamborindegui, 46 ans, 2 fois divorcée et 2 grands-enfants. Une figure incontournable de la jet-set brésilienne. Ah, olha, regarde-moi ici. Ici aussi, dans la photo. Magasin Ken. Son appartement de standing, au cœur de Rio, est une petite partie de son héritage.
Dans ce 200 mètres carrés qu'elle habite entourée de ses domestiques et qu'elle a elle-même décoré, difficile d'échapper à son image. Narcissa porte bien son nom, son sujet de conversation préféré, c'est elle. Ah, regarde, ici, je suis ici dans la couverture d'être Contigo. Ici, j'étais la première page du journal aussi. J'ai fait des photos pour Marilyn Monroe chez Hildegard d'Angel. C'était il y a combien de temps ça? Anna. Belle, hein? Marilyn Narcisa. Ai, que Marilyn! Oi, mon amour, ça va bien, mon amour? Et vous êtes une femme un peu égocentrique ou pas? Un petit peu, oui. Je suis Narcisse, non, mon nom c'est Narcisse déjà. Et miroir partout, regardez-vous. Donc être narcissique, c'est bien? C'est très bien pour moi. Tout le monde est un peu. Et ça, c'est moi aussi. À la Andy Warhol. Cette excentricité assumée n'est pas due au hasard. Si Narcissa peut tout se permettre, c'est qu'elle n'est pas n'importe quelle riche héritière. Ah, et là, les photos de mon père ici, je suis sûre. Ses ancêtres ont façonné le Brésil. Dans les années 60, son père, Mario Tamborindegui, était député fédéral et un intime du président. Né dans une famille modeste, c'est un self-made man. Il a fait fortune dans le BTP en participant à la construction de la capitale, Brasilia, et de routes dans tout le pays. Il était aussi propriétaire d'une des plus grandes chaînes de stations-service du Brésil. Comme toute la grande bourgeoisie brésilienne de cette génération, il a envoyé ses filles en Europe pour apprendre le français. Une langue qui est l'apanage des Brésiliens appartenant aux plus illustres familles du pays. Narcissa a passé son enfance entre le Brésil et la Suisse. Son père a tenu à ce qu'elle soit éduquée dans une école pour jeunes filles, à Montreux. Il faisait beaucoup de choses bonnes pour les pauvres. Il a ouvert les routes, il a acheté beaucoup de postes de gasoline pour les gens qui n'avaient rien dans les rues, pour mettre l'essence et manger quelque chose. Et vous étiez proche de votre papa? Très proche, mais il est mort. J'avais 12 ans quand mon papa est mort. Mais j'ai beaucoup de bonnes mémoires avec lui. Narcissa n'a pas vraiment repris le flambeau familial. Elle a une formation d'avocate, mais n'exerce pas. Elle écrit quelques articles de temps en temps dans la presse People. Mais la fibre sociale de son père se résume chez elle aux soirées mondaines et aux fêtes de la jet-set. Pas vraiment débordée, la journée de cette riche héritière commence à 11h du matin par un rituel immuable, une noix de coco bien fraîche. Ça, c'est la chose très bonne pour la santé à Rio. Tous les Brésiliens boivent ça. Les Cariocas, tous les jours, je bois 10 par jour. C'est pour refier, nettoyer tout. De la graisse, on enlève tout, on reste très... Viens, on va, viens, mon amour. Si Narcissa est très célèbre au Brésil, c'est aussi parce qu'elle a créé la polémique l'année dernière, en apparaissant dans une émission de télé-réalité. Aux côtés de 4 autres femmes, elle étale sans complexe sa richesse. Jet privé, champagne et une débauche de luxe qui peut apparaître choquante au Brésil, le pays des favelas. Une télé-réalité qui divise l'opinion, mais qui rapporte à Narcissa un surplus de notoriété. Un banho de shampoo, c'est un banho de shampoo. Du coup, on s'arrache la riche héritière pour faire de la publicité. Son premier rendez-vous de la journée se situe à 2 pas seulement de chez elle, au palace de Copacabana, pour une interview avec une célèbre journaliste brésilienne. Ici, elle est chez elle. J'adore nager dans la piscine, c'est la mer. J'adore. Ça, c'est le mer. Restaurant, mon préféré, c'est Cipriani, de Copacabana Palace. Ah, il a des pâtes, des foie gras, la viande avec des... J'adore manger ici. Il a aussi des dents, viens voir. Mon chéri, c'est pour la télévision française. Narcissa a déjà une demi-heure de retard, mais elle tient absolument à nous montrer que dans ce palace, toutes les portes lui sont ouvertes. Viens voir la cuisine de Cipriani. Le chef, il est là. Comment il s'appelle, le chef? Nicolas. Nicolas! Nicolas! Ai, que delícia. Posso pegar um? Posso comer um? Pra gente? Não, pra gente. Nicolas! Ici, c'est pour les mini dégustations de Copacabana Palace.
Vous venez souvent ici? Oui, j'adore manger ici parce qu'on peut venir comme ça. Regarde, on peut manger un peu de pommes. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Nicolas, meu amor. Narcissa veut s'asseoir à cette table en coulisses. Manger ici, dans la cuisine du chef, est le comble du snobisme au Brésil. Nicolas, c'est le meilleur chef de Cipriani. Narcissa prend son temps, même si la directrice de l'hôtel fait le pied de grue depuis 45 minutes. Tanta coisa que a gente fica maluca. Ça va? Tu vas bien? C'est la directrice de Copacabana Palace, ma grande amie, depuis que nous sommes petits. Construit en 1923, le palace a perdu son lustre d'antan et certains de ses riches clients. Alors la directrice a lancé des travaux de rénovation. Pour assurer sa publicité, elle compte sur le soutien de la célèbre héritière. Elle a organisé une interview télévisée dans l'une des suites du palace. Non, tu dois parler de l'hôtel et de toi. Je ne vais pas te dicter ce que tu dois dire, pas à toi. Barbara Gans travaille pour l'un des grands magazines de Sao Paulo. Ses articles sont lus par tous ceux qui comptent au Brésil. Elle connaît Narcissa depuis des années. Comment tu vas, ma chérie? Festa no andar inteiro, na piscina, muito animado, entendeu? Esse hotel é glamour. Eu moro ali, tá vendo? Eu moro ali, já habito lá baixo. Olha lá minha empregada na minha casa, ali, olha. Vamos ver a empregada, vamos dar tchau pra empregada. Denise! Ah, olha a portinha. Denise! Depuis 20 ans, Narcissa a été de toutes les grandes fêtes de Rio. Actrice et témoin privilégié de la chronique Jet Set de Copacabana et de ses années les plus folles. Aí eu falava para as minhas amigas, venham todas para minha casa, tragam um biquíni na minha festinha com carequinha. Depois de a gente vinha para cá. Gente, você conheceu tipo... Oui, tu les as tous connus. Rod Stewart, Kiss, Mick. Eu conheci o Kate Richards. Quem mais? Eu vi a Lady Di nadando aqui quando ela veio. Ela pegou a minha filha Catarina. Bill Clinton, simpaticíssimo. Esse é um fofo. Clinton, il t'a dragué. De longe. Après 1 heure d'interview, la journée de travail de Narcissa est déjà terminée. Si Caroline, l'héritière française, fait tout pour faire fructifier son futur héritage, Narcissa, elle, cherche en permanence la façon la plus agréable de le dépenser. Suite du programme pour cette grande oisive, se faire belle pour une soirée qui a lieu dans quelques heures. Et vous allez voir qu'elle ne se refuse rien. À commencer par une voiture blindée avec chauffeur, qu'elle considère comme indispensable dans une des villes les plus dangereuses du monde. J'ai la voiture blindée parce que je vais à favela, je vais à des endroits pauvres, Bougainville. C'est pour ça que je me sens plus sécure, plus de sécurité. Narcissa est arrivée à destination. Elle a rendez-vous chez Esmel, l'un des salons de beauté les plus sélects de Rio. L'héritière vient ici depuis qu'elle a 4 ans. On y est entre soi et le service est aux petits soins. Brushing à 4 mains, manucure, maquillage, pédicure. Narcissa veut être resplendissante. Ce soir, elle est l'invitée de marque d'une grande soirée du Tout Rio. J'aime bien que les gens s'occupent de moi. Je me sens une autre femme déjà. Narcissa, héritière oisive et insouciante, semble vivre une vie de conte de fées. Mais que cache-t-elle vraiment derrière toute cette comédie de séductrice? Dans cette phrase « j'adore qu'on s'occupe de moi », justement, on a l'impression à ce moment-là que Narcissa est encore une petite fille. Je crois que son père est décédé quand elle avait 12 ans. Et on a l'impression qu'elle a toujours 12 ans. Avec tout ce staff autour d'elle qui s'occupe d'elle comme on s'occuperait d'une enfant finalement. Hein, on la coiffe, on l'habille, on la maquille. Il y a quelque chose d'enfantin dans tout ça. Alors on peut rester bloqué dans l'enfance pour différentes raisons. Est-ce que justement le décès de son père n'a pas été un choc, dont elle ne parle pas vraiment, mais on peut imaginer que ça a été un choc pour elle?
et qu'elle est restée justement à ce stade-là, dans le regard de son père quand elle avait 12 ans. Rester jeune est donc une obsession pour Narcissa. Comme toutes les Brésiliennes fortunées, elle a son chirurgien esthétique, le docteur Muller, devenu un ami au fil de ses nombreuses visites. Au programme aujourd'hui, injection de Botox pour gommer quelques rides. Pour être jolie, il faut faire beaucoup de sacrifices. Ouais, les mains, Fábio, a mão. « 90% des femmes font tout. Se réveille pas bien, on va au docteur Paulo. On va faire quelque chose avec Müller. » Et vous l'avez jamais fait? Non, j'ai déjà fait ici. J'ai déjà fait ça, ça. Botoxée, reboostée, la riche héritière est fin prête. Tout à l'heure, elle compte bien être la plus belle pour la soirée très privée qu'organise un aristocrate français. Mais naître dans une grande famille n'a pas que des avantages. Car avec ses traditions, ses codes et sa renommée, le nom transmis par les parents impose parfois de lourdes contraintes. Alors, pour se faire un prénom, certains héritiers choisissent de s'expatrier loin de l'emprise familiale. À Rio, la journée du chef français Claude Troisgros commence toujours par une séance de yoga avec son coach personnel. Il habite sur les hauteurs de la ville, dans le quartier huppé du Jardin botanique. S'il a pu s'offrir cette villa de standing, c'est parce qu'il est aujourd'hui l'un des chefs les plus reconnus de tout le Brésil. Son destin était pourtant tout tracé en France. Allez, en voiture. Reprendre le flambeau familial dans le restaurant 3 étoiles de son père. À Roanne, dans la région lyonnaise, où Jean-Baptiste Troisgros, le grand-père de Claude, a ouvert le premier restaurant en 1930. Suivent 3 générations de génies de la gastronomie, classés 45 années de suite 3 étoiles au guide Michelin. Et voici le commentaire élogieux que l'on peut y lire. Troisgros aura résolument mis Roanne du centre de la France au centre du monde. La famille Troisgros est donc un monument de la cuisine française. Au début des années 80, le frère de Claude reprend les rênes du restaurant familial à la suite de leur père. Claude, l'aîné, qui lui aussi a grandi devant les fourneaux de son père à Roanne, ne veut pas s'encombrer de cet héritage si imposant. Il veut créer sa propre cuisine. Contre l'avis de son père, il décide alors de tenter sa chance en Amérique du Sud, avec comme seul bagage la célébrité de son nom. Et après 30 ans passés au Brésil, Claude Troisgros est devenu un des cuisiniers les plus réputés de tout le pays, notamment grâce à l'Olympe, une adresse connue de tous les gastronomes de Rio. Élu 4 fois meilleur restaurant du Brésil, c'est le passage obligé de tous les notables de la ville. Claude l'a baptisé Olympe, car c'est le prénom de sa mère. Un petit morceau de Roanne, en terre sud-américaine. Ce qui a fait le succès du chef français, il a été le premier à remettre à l'honneur les produits locaux au Brésil, méprisés par les grands cuisiniers. Alors, les comparaisons avec la France, ça finit par l'agacer. J'en ai souffert pendant des années où on comparait mes restaurants, surtout le gastro, à la maison rouennaise. Ce qui est complètement ridicule parce qu'on a une maison comme à Roanne, ça ne se recrée pas. J'ai jamais voulu répéter, je m'appelle Claude Troisgros, j'ai été élevé dans ce milieu-là. Aujourd'hui, j'ai ma propre personnalité qui est une cuisine valorisant le produit brésilien, mais je pense Brésil, je pense plus France du tout. Mais qu'il le veuille ou non, Claude perpétue la tradition familiale. Car ici, comme à Roanne, il travaille en famille. Son fils Thomas, 30 ans, est déjà prêt à prendre la relève. Il me traite comme si j'étais un autre chef, comme si je disais. Je suis son fils, oui, mais c'est un business ici, il faut faire tourner la marque. Ça, c'est un des classiques de la Mélan, c'est un ravioli géant. Dans une famille où l'on est chef de génération en génération, Claude Troisgros
a réussi à se faire un prénom. Bonsoir. Même si, au contraire de son frère Michel, la vie de Claude ne se résume pas à une course aux étoiles du Michelin. Propriétaire du restaurant le plus renommé de Rio, Claude n'est pas seulement un professionnel de la cuisine. C'est aussi un homme d'affaires à la tête de 3 autres établissements et de 200 salariés. À 57 ans, il est loin de vouloir lever le pied. Ciao, tudo bene? Vem cá, você tá vindo lá para ir? Tô chegando. Pode ser, mas eu acho que não dá. Seria bobagem da nossa parte a gente investir num lugar na Place da Bandeira, do lado do Sheraton, né? Então tá, eu tô chegando aí. Tchau. Dans la famille Trois Gros, Claude, c'est l'iconoclaste, le touche-à-tout, le cousin américain, celui pour qui parler business n'est jamais un problème. La culture de notre métier en France est très liée au guide Michelin, est très liée à la perfection. C'est ce qui fait avancer, c'est pour ça que la cuisine française d'ailleurs est une des meilleures cuisines du monde. Et moi je dirais que ma formation a été la France, donc ce côté perfectionniste. Mais j'ai eu la chance, premièrement, de venir au Brésil et deuxièmement, d'ouvrir un restaurant à New York où j'ai habité pendant 6 ans. Et New York a développé en moi ce côté commercial. Claude assume sans complexe son côté businessman. Il veut conquérir le marché brésilien de la restauration haut de gamme. Pourtant, à ses débuts, le pari de l'héritier exilé était loin d'être gagné. Tout a commencé ici en 1982. Au pied de cette tour d'un quartier populaire et sans charme. Après avoir travaillé 2 ans pour Le Nôtre à Rio, Claude veut tenter sa chance. Il investit toutes ses économies dans ce petit bar-restaurant. Ah, tu vois, ici, c'est ma première affaire. Il y avait 30 mètres carrés avec une toute petite cuisine. On n'avait pas la terrasse, hein. Donc c'était là-dedans. Tout se passait là-dedans. Là, il y avait une espèce de petit bar où ma femme faisait ses drinks, et le reste, c'était là à 18 personnes, très serrées, avec des tabourets. Et la cuisine était plus ou moins la même, c'est-à-dire très petite. Ça me donne des larmes aux yeux, je dirais, hein, parce que c'est là où tout a débuté. Vous savez, je vais me mettre à chialer. Mais c'est là où tout a débuté, quoi. Donc, je dirais, ça a été dur, peu d'argent, pas de reconnaissance. À l'époque, Claude doit braver l'interdiction paternelle, car le projet d'expatriation de son fils ne plaît pas du tout au patriarche. Papa n'a jamais bien compris pourquoi je restais au Brésil. Aujourd'hui, bien sûr, il a compris, après 30 ans, heureusement d'ailleurs, je dirais. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait ce côté de la famille Trois Gros très fort, des frères Jean et Pierre. Et je pense que le rêve à mon père a toujours voulu de recréer ce moment des 2 frères, de voir Claude et Michel ensemble reprendre la succession à Rouen. Donc pour lui, venir ici, voir ce petit bistrot, dans sa tête certainement, c'était Claude, il est aventurier, d'ici peu, rentre à Rouen. C'était plus ou moins ça. Mais pour se faire un prénom, pourquoi a-t-il fallu que Claude s'expatrie si loin du patriarche ? C'est souvent pesant pour un héritier, quel qu'il soit, d'avoir un père ou une mère connu, très reconnu. C'est le cas aussi pour les acteurs, par exemple. C'est pesant, parce que comment vivre, comment se faire un nom sans s'inscrire finalement dans la même lignée. Et si vous inscrivez dans la même lignée, ça devient compliqué aussi parce que vous avez l'impression de ne jamais être à la hauteur. C'est difficile de se positionner. Claude Trois Gros, lui, a parfaitement réussi à voler de ses propres ailes, à tel point qu'aujourd'hui, pour déguster sa cuisine, certains Brésiliens sont prêts à payer des fortunes. Ce soir, il a rendez-vous dans le quartier chic et branché de Rio, Ipanema. Il doit cuisiner lors d'un dîner privé chez un couple de trentenaires très aisés. Madame ne travaille pas. Monsieur a fait fortune dans la finance. Le couple a attendu 6 mois avant d'obtenir le feu vert du chef français. Vous organisez souvent ce genre de dîner ? Une fois par an. Ça dépend de l'agenda de Claude.
S'il pouvait plus souvent, on le ferait plus souvent. Ce soir, ils ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir 5 couples d'amis, tous issus de la classe montante au Brésil, ces nouveaux riches qui bénéficient du développement économique du pays. Ils travaillent dans le monde de la banque et de la finance. Sel, poivre, vin blanc, on mettra le tomate dessus, four. Le four est bien. Pour ce dîner très haut de gamme, c'est Claude qui a personnellement concocté le menu, choisi les ingrédients. Il ne laisse rien passer. Bon, allez, coin de plate. Je vérifie tout pour voir s'ils ne font pas des bêtises. La liste des vins est à la hauteur de ces hommes et de ces femmes qui dépensent sans compter, uniquement des grands crus d'exception. Margaux 59, Cheval Blanc 83 et même un château Yquem de 1935. Tous issus de la cave personnelle du maître des lieux. L'addition du dîner est astronomique. Vous payez combien pour ce dîner? Avec le vin, le chef et la nourriture, alors disons quelque chose comme autour de 30 000 €. Et ça les vaut? Absolument. Mais le clou de la soirée n'est pas dans l'assiette. Ce que Claude inclut dans son tarif, c'est aussi sa présence et ses anecdotes exotiques d'héritiers élevés autour des fourneaux de famille dans un restaurant français très loin d'ici. Même s'il s'est émancipé de sa famille, Claude Troisgros n'oublie pas de rappeler que la cuisine fait partie de ses gènes. Meu avô era bourguignon, assim, aquele cara que ele falava assim, o jornalista perguntava para ele, ô Monsieur Troisgros, vindo de Bordeaux, o que você acha? Ele respondia, não sei nem onde é. Il me paye pour être là d'ailleurs. Je pourrais ne pas venir, mes gars, Baptiste et Claire, je pourrais faire le repas et ça leur coûterait 3 fois moins cher. Mais si j'étais pas là, il n'y aurait pas toute cette ambiance. Je vais en salle, on rigole, je raconte des histoires, on présente les vins, on présente la cuisine. Ils viennent en cuisine, ils parlent avec moi. Donc tout ça, ça gère quand même. C'est comme une grosse pièce de théâtre en réalité. Et après 30 ans de carrière au Brésil, il ne compte pas s'arrêter là. Dans quelques jours, il ouvre un nouveau restaurant à Rio. Aujourd'hui, même si Claude Troisgros a refusé de rentrer dans le giron familial, le désaccord entre père et fils est oublié. Mais entre un patriarche et son héritier, il y a parfois des conflits qui semblent insolubles. À Paris, Jacques Desange, le fondateur des célèbres salons de coiffure, attend toujours le verdict du procès qui l'oppose à la société aujourd'hui dirigée par son fils. Ce soir, dans sa résidence parisienne située sur l'une des avenues les plus somptueuses de la capitale, il a invité ses amis les plus proches pour tenter d'oublier cette bataille familiale. Une bataille qui fait souffrir le vieux patriarche. Dans les 250 mètres carrés de son appartement haussmannien, il y a là des avocats, des promoteurs immobiliers et des hommes d'affaires. Tous comprennent très bien les problèmes d'héritage de Jacques Desange et sa douleur de père déçu. Sa femme Sally sait que ces moments sont précieux pour le patriarche. Une fois par semaine, il a des copains qui viennent à la maison dîner, ou jouer au billard, ou de temps en temps quelques parties de poker. Voilà, ça c'est une fois par semaine la plus importante activité à la maison pour Jacques. En cuisine, comme à chaque fois, c'est Omar, le fidèle majordome, qui prépare le dîner. Cela fait plus de 2 décennies qu'il travaille pour Jacques Desange. Mercredi, ça fait plus de 25 ans, c'est toujours le même rituel. Et ça, c'est pas pire. Avant, j'ai connu pire. C'était comment quand c'était pire? Quand j'arrivais le matin à 8 h, ils étaient toujours là. Je me demandais s'ils prenaient le petit déjeuner ou pas. À table. Mettez-vous à côté de ceux qui vous sont sympathiques. Porcelaine de luxe, verres en cristal et argenterie. C'est le dîner à la bonne franquette, version Desange. Pourtant, il semblerait que ce soir, il y ait un raté dans le rituel.
Il n'y a pas de vin blanc du tout. Oh non, c'est pas possible ça, Omar. On va pas manger du poisson avec des... Quel dommage. Il n'y a pas de vin rosé non plus. Vous allez manger du poisson avec du vin rouge, je suis désolé. Omar a omis de porter du vin blanc. Un petit imprévu, mais grâce à ses amis et à sa femme, Jacques Desange va vite retrouver sa bonne humeur. Ce sont eux aussi qui lui permettent de tenir bon dans la guerre avec son fils Benjamin. Si j'ai résisté à tout ça, c'est grâce à Sally et à vous. C'est votre amitié que vous m'avez témoigné. Le temps que j'ai passé avec vous quand je jouais aux cartes ou à la chasse, j'oubliais mes problèmes. Donc ce soir, je profite de l'occasion pour vous remercier tous de l'aide que vous m'avez apportée à ce moment-là. Et que vous continuez à apporter maintenant. Et vous allez devoir encore continuer à m'en apporter parce que c'est pas terminé. Et j'espère qu'on va l'apporter pendant très 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 longtemps. Voilà. Ouais, faire un toast. À la toast, à Jacques. Voilà. Et Sally. À Jacques et Sally. Un petit peu de vin, Sally. Et le chien. Dans ce combat avec Benjamin, le fondateur de l'Empire Desange peut aussi compter sur un autre allié de poids, son deuxième fils. Retour en Sologne, à l'Ardoise, dans la propriété familiale. Cyril, 51 ans, est le fils aîné de Jacques. Leurs rapports ont souvent été conflictuels, mais aujourd'hui Cyril aime passer du temps aux côtés de son père. Ces deux amoureux de la nature passent des heures à parcourir en quad leur immense domaine, qui leur réserve parfois des surprises bien étranges. Sidonie, viens ma petite. Viens, viens Sidonie. C'est ma Sidonie. Est-ce que tu me reconnais? Est-ce que tu me reconnais, Sidonie? Est-ce que tu me reconnais? Est-ce que tu reconnais? Elle habitait la maison, elle nous suivait vraiment comme un chien. Et puis on a pensé que sa vie de domestique cochon n'était pas sa nature. Donc on l'a remise dans un parc, ici avec d'autres sangliers. Et elle a des bébés. Bon, voilà, ce sont des bébés de Sidonie sûrement. Pendant une quinzaine d'années, Cyril a été le directeur de la communication du groupe Desange, avant de voler de ses propres ailes. En 2008, il réintègre le giron familial. Mais 2 ans plus tard, comme son père, il affirme avoir été évincé par son frère Benjamin. Conséquence, Jacques Desange s'est rapproché de celui qui aurait pu être son héritier numéro 1. Il me soutient. Il fait partie de ceux qui m'ont permis de durer depuis 2 ans avec Sally et tous mes copains. Mais il a été un secours très très important. Il a été viré par son frère comme moi. Je ne pensais pas qu'il était capable d'aller jusqu'au bout. Peut-être en désaccord avec son père, on n'en a qu'un. Aujourd'hui, vous vous dites que peut-être Cyril aura été un choix plus judicieux. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais Cyril n'était plus dans le groupe. Il avait tenté. Il avait entrepris un business complètement indépendant, ce qui marchait bien d'ailleurs. Et puis, à cette époque-là aussi, Benjamin me faisait beaucoup de... Il était beaucoup plus gentil avec moi, il se préparait à me couillonner davantage, et il me faisait du charme. Oui, Benjamin préparait son coup depuis fort longtemps. Nous avons eu des conversations assez houleuses justement à ce propos, où j'avais bien compris que d'abord il n'avait pas l'intention de partager son trône, comme il disait. Deuxièmement, il a l'intention d'en tirer un maximum d'avantages. Et j'avais bien compris que sa volonté était de... faire le vide autour de lui. Voilà. Pour Cyril, après tant de déchirements, une réconciliation familiale semble impossible, même s'il sait que son père l'espère encore. Je pense qu'au fin fond, lui, il regrette sans doute que pour ces dernières années, on ne soit pas tous en famille. Mon frère, ses enfants, mon fils et moi. Bon, mais là, je pense que il n'y a plus grand-chose à faire. Il y a un point de non-retour qui a été dépassé il y a déjà longtemps, mais on ne poursuit pas son père. On peut ne pas être d'accord avec son père. Ça y est, la crise d'adolescence, elle est passée. Le complexe d'Oedipe, il y a longtemps qu'il aurait dû l'avoir. C'est même plus du ridicule, c'est un non-sens. Il n'y a pas de logique. Benjamin Desange refuse d'évoquer ses rapports avec son père.
il préfère laisser répondre son avocat. Selon lui, c'est Jacques Desange qui est responsable de cette situation conflictuelle. Il n'y a pas d'affaire Desange. Il y a un problème qui concerne Jacques Desange. Donc je pense qu'il a une vision assez parcellaire, viciée des choses. Non seulement il n'a pas été éjecté du groupe Desange, mais c'est de son propre chef qu'il a vendu les actions qu'il possédait dans ce groupe, qu'il a fait fortune grâce à cette cession. À partir du moment où il s'est dessaisi de sa propre volonté, de son propre fait, de son bébé qu'il avait créé, il s'en est trouvé orphelin et a fini par entrer dans une phase de dépression ou de décompensation. Et il en veut un peu aujourd'hui à tous ceux qui font perdurer et surtout prospérer son nom. Le père a un comportement qui est irrationnel. Il a beaucoup de mal à supporter que ceux qui ont repris le flambeau fassent mieux encore que lui. À ce jour, Jacques Desange n'a pas revu son fils depuis plus de 2 ans. Au pied du Mont Blanc, c'est à Chamonix, dans cet hôtel 4 étoiles, que nous retrouvons Caroline Fray, l'héritière modèle et travailleuse. Elle n'est pas en conflit avec son père, bien au contraire. Et ce jour-là, elle espère bien qu'il sera fier d'elle, car elle est ici pour une compétition. Le concours de la meilleure femme chef d'entreprise dans la région Rhône-Alpes. Ses parents sont là aussi, chacun dans son rôle. Sa mère comme nounou, son père comme mentor, toujours très attentif au parcours de sa fille. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration, pas spécialement pour Caroline, mais pour toutes les femmes qui sont chefs d'entreprise. Parce que quand on est un mec, le lundi matin, on attaque, on ne se pose pas de questions d'enfants à l'école, et jusqu'au vendredi soir, on se consacre totalement à nos entreprises. Quand on est une femme, on doit garder dans un coin de la tête le bébé qui n'a pas bien dormi la nuit, l'autre qui a un autre problème. Il y a cette fibre maternelle. Et arriver à avoir les 2 casquettes, ça ne doit pas être évident. Un discours paternaliste et plutôt traditionnel. Pour le moment, la jeune patronne semble plus préoccupée par sa casquette de maman que par la cérémonie professionnelle qui l'attend. C'est la première fois ce soir qu'elle va s'endormir sans moi. Je suis stressée. J'ose pas le dire à ma mère pour pas lui mettre la pression, mais comme ça. Il est 20h. Ce soir, 9 femmes vont être récompensées dans 9 catégories différentes. Et pour Caroline, il n'y a qu'une seule place qui est digne d'intérêt. L'enjeu est important pour vous ce soir, Caroline? Oui, c'est un challenge que je trouve sympathique. Et puis ça me rappelle, j'ai toujours bien aimé la compétition. Être sur le podium, ce serait déjà bien? Les trophées sont plus jolis. J'aime bien la première place quand même. Je vous souhaite la bienvenue pour cette première édition des Trophées Femmes de l'économie. Le premier trophée, celui de la femme dirigeante. Rachel Hux, directrice générale de Homserve. Au fur et à mesure des récompenses attribuées aux unes et aux autres, la tension monte pour Caroline. Va-t-elle remporter le prix dans sa catégorie? 8e trophée, il s'agit du trophée femme chef d'entreprise. Nous avons Caroline Fray, qui est dirigeante du domaine viticole Jaboulet, dans les Côtes-du-Rhône, à la Roche. À l'énoncé du nom de la société de Caroline, la réaction approbatrice de la salle est déjà une récompense. Mais seul le verdict du jury compte vraiment. Et donc, la gagnante est Isabelle Vidal. Une déconvenue dans le parcours quasi sans faute de la jeune héritière qui, devant son père, veut faire bonne figure. Caroline, vous n'êtes pas trop déçue, ça va? Non, pas déçue. Je suis contente d'avoir participé et ça fait partie, quand on présente son dossier, il faut se préparer à gagner, à être sur le podium ou à rien du tout. Merci beaucoup. Elle est blindée pour gérer ce genre de choses. Il faut aussi apprendre à gérer les échecs. Oui, mais on participe toujours pour gagner. Voilà. Mais après, on sait aussi gérer les échecs et trouver du positif finalement dans toutes les issues. Le lendemain,
Avant de repartir chacun dans ses activités, père et fille se retrouvent au restaurant étoilé de l'hôtel. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Heureux de vous retrouver. Oui, Cela fait 10 ans maintenant que Caroline, passionnée par le vin, travaille dans le groupe de son père. Ah, le premier-né, c'est magnifique. Hein. Et il n'y a pas du tout de note d'évolution, d'oxydation, en fait. C'est très, très pur. Être la fille d'un homme d'affaires qui a fait beaucoup pour sa carrière ne semble pas lui créer de complexe. Vous êtes probablement souvent attendue au tournant parce que vous êtes la fille de votre père. Comment vous gérez ça? Oh, très bien. Non, alors là, je ne me mets pas du tout la pression et je suis au contraire très fière d'être la fille de mon père. Voilà, donc c'est plutôt un atout. Ça n'a jamais été un problème, jamais. Le patriarche, lui, n'est pas un héritier. Il a fait sa fortune tout seul. Et il est fier de pouvoir léguer une partie de son empire à ses enfants, quel que soit le qu'en dira-t-on. Je pense que ça peut générer des réflexions désobligeantes des gens qui n'ont pas su faire la même chose. Ça dépend de son caractère. Moi, c'était quelque chose de très facile. Je l'ai fait avec Caroline, je l'ai fait avec ma deuxième fille Céline, je l'ai fait avec mon neveu Antoine. Je regrette rien et je prends beaucoup de plaisir à les voir s'exprimer au sein de l'entreprise. Malgré la confiance du patriarche, Caroline sait que son père attend des résultats. Et justement, à Tain-l'Hermitage, elle compte bien sur son dernier projet pour lui montrer que, même sans sa présence, elle sait mener à bien de gros investissements. Ce jour-là, près du domaine Jaboulet, Caroline a convié tous les notables de la région pour l'inauguration de son nouveau bar à vin de luxe. Tout n'est pas parfaitement terminé, il y a encore des petits travaux qui vont suivre, mais on va dire que globalement, voilà, c'est le plus gros est fait. Après, un peu sous pression, mais contente, parce que j'attendais ça depuis quand même quelques temps. Si Caroline est un peu tendue, c'est parce qu'aujourd'hui, elle est seule pour représenter la famille Fray. Son père a été retenu par un rendez-vous d'affaires. Caroline a investi 500 000 € pour la création de cette boutique. Son but, soigner son implantation dans le tissu économique local. Premier signe que sa stratégie est la bonne, le maire et le président du conseil régional sont présents. Même monsieur le préfet a fait le déplacement en personne. Absolument. Merci de votre présence. Je vous en prie, c'est un plaisir. Honorée. C'est un plaisir. L'héritière Fray ne semble pas très à l'aise dans ce genre d'événement. Mais elle sait que c'est ici, au milieu de tous ces gens qui comptent dans la région, qu'elle est en train de se faire un prénom. Une étape essentielle dans son parcours de femme d'affaires accomplie. Reste maintenant à réussir son discours. Juste un tout petit mot à partager avec vous. Et je suis ravie de votre présence à tous. C'est une journée émouvante pour moi, mais voilà aussi pour Jaboulet, pour l'entreprise. Ce projet est un projet qui me tenait particulièrement à cœur, qu'on a commencé à mettre en route il y a une petite année maintenant. Et j'y ai passé beaucoup de temps, je m'y suis beaucoup investie. L'endroit est là et il faut le faire vivre. Profitez bien de cet instant. Merci beaucoup. Pour Caroline, l'objectif est atteint. Les notables de la région semblent sous le charme de la jeune héritière. Pour gérer les affaires de son père, Caroline fait la navette entre la vallée du Rhône et le prestigieux vignoble bordelais du Château La Lagune. Après les vendanges, elle doit superviser une étape cruciale, la vinification du prochain cru. Chaque année, c'est un nouveau défi. 2 mois de fermentation dans les cuves qui feront ou non la qualité du vin. Pour Caroline et ses équipes, l'enjeu est énorme. C'est toute une année de production qui se joue maintenant. Honnêtement, ça me semble très noir quand même.
La règle, elle est très simple. Ce qu'on met dans la bouteille doit être irréprochable. Et pour ça, on prend les décisions qui s'imposent. C'est-à-dire que s'il faut faire un gros sacrifice de quantité pour préserver la qualité, on va le faire sans hésiter. Parce que de toute façon, la priorité, c'est que le vin soit au niveau. À cause de la sécheresse, la qualité du vin est incertaine. Quelques cuves pourraient réserver de mauvaises surprises. Une partie de la production est menacée. Arrive le moment fatidique, la dégustation. Oh, le nez, c'est l'explosion de fruits, c'est d'une intensité. La première impression est bonne, mais ce n'est pas suffisant. Très bon. Il y a un volume, c'est du velours, quoi. C'est très bon. Malgré toutes les difficultés rencontrées, la qualité du vin apparaît prometteuse. C'est délicieux. Mais c'est la note du guide Parker, véritable bible du vin dans le monde, publiée tous les ans par un Américain, qui donnera ou non ses lettres de noblesse au millésime. Ce critique influence les achats de millions de consommateurs à travers le monde. Pour vous, Caroline, la note de Parker est importante ? Elle est importante parce qu'elle peut réellement booster un millésime et ça, on ne peut pas dire le contraire aujourd'hui. C'est sûr qu'un vin bien noté par Robert Parker, c'est un vin qui commercialement aura plus de facilité. La note du critique américain tombera dans 2 mois. Caroline réussira-t-elle à maintenir la réputation de son célèbre vin ? Le chef du clan Frey, lui, reste confiant dans les capacités de son héritière. À Rio, l'extravagante Narcissa est à des années-lumière des préoccupations de Caroline. Faire fructifier son héritage est le cadet de ses soucis, car son problème ce soir, c'est de savoir quelle robe elle va porter. Et elle est déjà très en retard. J'adore les rouges. Et ça, c'est tout nude. Ici, c'est nude. Problème de riche peut-être, mais un choix cornélien pour l'héritière. Peut-être ça pour ce soir. Ça. Il y aura qui à cette soirée? Beaucoup de gens jolis de Rio de Janeiro. Hein. Les gens mesclés, intéressants, intellectuels, artistes, millionnaires, charmants, jeunes, belles. C'est une fête de la crème de la crème. Narcissa est invitée à une grande soirée organisée pour le lancement d'une marque de champagne. Mais il lui faudra encore plus d'1 heure pour choisir sa tenue. Pas de quoi la tracasser car elle met toujours un point d'honneur à arriver très en retard aux soirées dans lesquelles elle est invitée. Face of Rio, c'est prête pour aller à la fête des barons. C'est sur les hauteurs de la ville, dans un quartier huppé que se déroule la soirée. Il y a là tout ce que Rio compte d'hommes d'affaires, de banquiers et de grandes fortunes. En plein boom économique, le Brésil attire aussi les investisseurs du monde entier, notamment les Français. Baron de Rothschild. Non, c'est Baron de Waldner. Édouard de Waldner, aristocrate franco-brésilien, a quitté Paris pour tenter sa chance en Amérique du Sud. C'est lui qui a organisé cette soirée pour faire connaître son champagne à la riche clientèle brésilienne. Les gens commencent à avoir énormément d'argent ici et heureusement pour moi ne sont pas très intéressés par rapport à ce qu'ils dépensent mais sont ravis d'avoir des produits de luxe, surtout des produits français. Donc tout ce qui est français fait énormément de succès ici. C'est important d'avoir une personnalité comme Narcissa ce soir. Pourquoi? C'est très important au point de vue marketing, connaissant énormément de personnes et personnes les plus importantes du Brésil. C'est toujours un plaisir d'avoir Narcissa. La meilleure champagne du monde, c'est ta champagne. Grâce à Narcissa, Édouard a la garantie d'une visibilité médiatique de premier ordre. La riche héritière, elle, a passé une soirée comme elle les aime. Embrasser tous ses amis, prendre la pause pour les photographes et boire du champagne à volonté. Narcissa n'est pas la seule héritière de son père richissime. Elle a dû partager l'héritage avec une sœur. Mariana, ma fille, Catarina, ma sœur Alice, moi, ma mère. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, elles sont aussi différentes entre elles
que le jour de la nuit. Vous allez voir que chaque rencontre entre les deux héritières produit des étincelles. Direction São Gonçalo, dans la banlieue nord de Rio. Une ville pauvre, en marge du miracle économique brésilien. Ici, le taux de chômage atteint presque le double de la moyenne nationale. Si Narcissa se déplace aussi loin de ces beaux quartiers, c'est pour prêter main forte à sa sœur aînée, Alicia, 53 ans. Députée à l'Assemblée locale de Rio, Alicia est aujourd'hui candidate à la mairie de São Gonçalo. Tous les opposent. D'un côté, Narcissa, qui se complaît dans l'oisiveté et les soirées jet-set. De l'autre, Alicia, qui a hérité du côté politique de leur père, Mario, élu 4 fois député fédéral. Elle a mis sa fortune d'héritière au service du peuple. J'ai beaucoup voyagé avec mon père, tous les jours à faire campagne. Je suis née dans cette ambiance de foule. J'ai toujours eu beaucoup de monde autour de moi. La fête des mères est un jour très populaire au Brésil. Mais si Alicia a fait appel à sa petite sœur aujourd'hui, ce n'est pas que pour distribuer des fleurs. Tout le monde connaît la plus célèbre héritière du pays. Partout où elle passe, Narcissa attire les foules. Les gens m'aiment. Les gens m'adorent ici. Merci. Vous êtes encore plus belle qu'à la télévision. Vous êtes tellement belle. Attendez, je vais prendre une photo avec vous. Moi, je suis fan d'elle, elle est géniale. Toutes mes amies, elles l'adorent aussi. La campagne électorale n'est pas encore ouverte officiellement. Aujourd'hui, pour tous les candidats, la consigne est donc claire. Il est interdit de parler politique. À chaque électrice, les deux sœurs se contentent donc d'offrir une rose. Mais suivre les règles n'a jamais été le point fort de Narcissa. Et la discrétion non plus. Arrête, ne fais pas ça ici. Arrête, tout le monde nous filme. Tu n'as pas le droit de dire ça. Oui, mais écoute-moi, c'est sérieux, je te dis. Face aux reproches de sa grande sœur, Narcissa bat en retraite. Une dispute sans conséquence au final, car elles le savent bien. Au fond, chacune est dans son rôle. Un même nom en héritage et deux manières diamétralement opposées de le faire vivre. Alicia est devenue une femme politique respectée. Narcissa, elle, est enfermée dans son image de petite fille riche et oisive. Vous êtes très différentes toutes les deux? Complètement. Je dirais que moi, je suis venue au monde pour travailler. Et Narcissa, elle est venue au monde pour faire des choses folles. Pour voyager et profiter. Alors, loin du chaudron de la politique et des reproches, Narcissa retourne dans son monde. Un petit crochet par ses 200 mètres carrés du centre-ville. Et direction l'héliport de Rio. Ce matin-là, comme tous les cariocas fortunés, elle a décidé de partir en week-end par la voie des airs. Dans l'hélicoptère, ses amis de toujours. Des fils d'eux, des héritiers comme elle. Ricardo Riquet a hérité des centres commerciaux de son père. Elcius Pitangui est le fils du plus célèbre chirurgien esthétique de la planète. Ils vont passer 48 heures coupés du monde dans l'un des endroits les plus sélects de la région. À 170 km au sud de Rio, dans la baie d'Angra Los Reyes. 350 îles recouvertes de jungle, entourées de plages de sable blanc. Un rêve qui a un prix. Pour s'offrir l'une de ces îles, il faut débourser pas moins de 25 millions d'euros.
La famille Delcius possède la plus belle de ces îles, la plus sauvage, la plus secrète. Des Rolling Stones à Naomi Campbell en passant par Tom Cruise. Depuis 40 ans, toutes les grandes stars du showbiz y ont séjourné. Ici, pour moi, c'est un petit paradis parce qu'on est vraiment sur une île. On peut nager, l'eau est chaude toute l'année. Et c'est merveilleux. Pour moi, c'est la nature, ce sont les animaux et tout ça. Fantastique, non? C'est magique. Dans cet écrin de verdure de 80 hectares, des bungalows et une villa au luxe discret, construit à l'abri des regards, mais aux dimensions très généreuses, plusieurs centaines de mètres carrés. Avec salle de cinéma, salle de jeu et des terrasses avec vue imprenable sur la côte d'Émeraude. Un lieu d'exception, sans entrave. Ici, les fils d'eux, les héritiers se retrouvent entre eux. Ils peuvent laisser libre cours à leur excentricité sans craindre le regard des autres. Ce jour-là, Narcissa a décidé d'offrir des roses à la mère. La vie en rose. Pendant que Narcissa dépense sans compter l'héritage de son père, à l'autre bout de Rio, Claude Troisgros, le chef français, est en train de construire celui de ses enfants. Il a fait de son nom une marque. On la reconnaît à ce logo très simple, CT pour Claude Troisgros, qui s'affiche au fronton de tous ses restaurants. Au total, il y en a 4 dans toute la ville. Le dernier né de ces établissements, c'est celui-ci, le CT Trattori. Ben? J'avais tout le monde. Ouais. Et le chef, il est où? Il n'est pas arrivé, chef. Un restaurant de cuisine italienne, en hommage aux origines de sa grand-mère. On voudrait savoir, les week-ends et les jours fériés, on ferme? Une semaine après l'inauguration, le patron doit encore régler quelques détails, mais il a l'habitude. Depuis qu'il a posé le pied sur le continent américain, il en est à sa 10e ouverture, ce qui ne l'empêche pas d'être toujours anxieux. Aujourd'hui, on ouvre un restaurant avec notre nom, ça remplit tout de suite. Il n'y a pas de temps mort. Ça remplit même trop. Je dirais, cette semaine, on a eu 2 heures de queue devant le restaurant, pratiquement tous les jours. Mais même si c'est plein craqué, on se dit, on se demande toujours si on est sur le bon chemin, si la réussite est vraie, on se pose toujours des questions. Donc ça, je dirais que ça prend quand même, entre 5 et 6 mois pour vraiment se tranquilliser, quoi, hein. Alors qu'il est totalement inconnu en France, quand Claude Troisgros ouvre un restaurant ici, la presse se déplace. Et pas n'importe laquelle. Le plus grand quotidien du pays va consacrer une page entière à son dernier établissement. Alors pour soigner son marketing, le Français a une histoire toute prête et déjà bien rodée. Celle de son enfance dans la famille Troisgros, des génies de la cuisine. Pour les Brésiliens, cet héritage est un gage d'authenticité. A ideia desse restaurante, na verdade, foi uma homenagem à Itália. Porque minha mãe é italiana, porque a minha avó, Ana Forte, que está aí, educou sempre com o dia a dia, com massa, risoto, polenta, gnocchi. Inclusive, tem uma canção que a gente fez, eu e meus irmãos, para lá sobre o gnocchi, que é maravilhosa. Se você quer, eu canto agora. Ah, je veux bien, oui. Les gnocchis de la mémé, faites lever la pâte, les gnocchis de la mémé. Faites lever la pâte et dégustez. Mais son prestigieux héritage français n'explique pas tout. Si ces restaurants connaissent un immense succès aujourd'hui, si lui-même est devenu une star au Brésil, c'est aussi parce que Claude Troisgros n'a pas hésité à briser les codes. À casser l'image du cuisinier enfermé devant ses fourneaux. Il y a 5 ans, il a accepté la proposition d'une chaîne de télé brésilienne. Du coup, dans la rue, il ne peut plus faire un pas sans être reconnu.
J'adore votre programme. Super. Oui, oui. Claude anime aujourd'hui son propre show télévisé, le Que Maravilha, qui est le plus suivi de tout le Brésil. Le principe, il reçoit un candidat dans son restaurant de l'Olympe et lui apprend une recette. Quelques jours plus tard, la personne doit tenter de reproduire le plat à l'identique chez elle. Cet après-midi, tournage du nouvel épisode dans un appartement d'un quartier populaire de Rio. La candidate du jour s'appelle Denise. Salut Claude. Tu vas bien? Voilà la cuisinière. Le quart d'une cuisinière. Je ne sais rien cuisiner. Je ne sais même pas cuire un œuf. Mais grâce à Claude et à son programme, je suis sûre que je vais apprendre des tas de choses. Et c'est son mari qui l'a inscrit sans qu'elle le sache. C'est bon ça? Il l'a dénoncé parce qu'il en a marre de ne pas manger. Tu comprends? Pour sa sœur et son beau-frère, Denise est bien un cas désespéré. À quel point est-elle mauvaise? Très mauvaise. Vraiment? Elle sait rien faire du tout. Au Brésil, Claude ne doit son succès ni à sa famille ni à son nom, juste à lui-même. Aux yeux du public, et c'est sa grande fierté, il est simplement Claude Troisgros et non l'héritier d'une grande famille de la gastronomie française. Que connaissez-vous de Claude et de la cuisine française? Je suis allée à Paris, mais je ne connais pas grand-chose à la cuisine française. Son père, son grand-père, vous les connaissez? Non. Il possède un restaurant très connu en France. Ah, je ne savais pas. Ils ne savent pas du tout mon histoire familiale, la tradition, d'où je viens, etc. Ça vous fait quelque chose ou pas? De quoi? Que ça ne sache rien sur votre famille. Non, elle peut pas. Sur l'émission, ils savent, mais ils ne connaissent pas la famille. Ce que représente le nom Troisgros, quoi. Un show télé, mais aussi des publicités. Sa propre marque de restaurant qui continue de grandir. Claude est en passe d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la famille Troisgros. Et voilà. Ouais, on va faire du café. Mais cette fois-ci, il a inversé les rôles. C'est maintenant lui qui transmet la passion de son métier à son fils Thomas et à sa fille Carolina, qui travaillent tous les deux avec lui dans ses restaurants. D'héritier, Claude est en train de devenir lui-même patriarche. Aujourd'hui, on fait appel à lui pour des grands événements internationaux. Madame Troisgros, les œufs brouillés à Monsieur Pierre. C'est lui qui a assuré la restauration du dernier sommet du G20 à Rio en 2012. Grâce à mon père, à l'époque, ça m'avait fait très mal. Le jour où je lui ai demandé de me prêter de l'argent pour pouvoir commencer mon premier restaurant, il m'a dit non, ta place est à Rouen. Et j'ai pas accepté, je suis resté au Brésil. Mais il a eu raison. Donc c'est une fierté, oui, d'avoir réussi financièrement surtout, et d'avoir créé mon propre nom, de ne plus dépendre vraiment d'un nom Troisgros, d'avoir réellement créé le nom Claude Troisgros, qui aujourd'hui, je dirais, est reconnu mondialement. On sait que Claude, c'est le gamin du Brésil. Au Brésil, Claude Troisgros n'est pas devenu agent immobilier, fabricant de vêtements ou directeur d'une école de samba. C'est bien dans la cuisine qu'il a écrit sa propre histoire. Et ce succès, il le doit autant à son travail qu'à toute une jeunesse passée dans les célèbres cuisines de la famille Troisgros, comme nous l'explique notre psychologue Sabrina Philippe. Là, on voit bien qu'il y a un très fort désir de reconnaissance. La reconnaissance de son prénom et de son nom, la reconnaissance qui passe par le fait que ses restaurants soient très cotés, qu'il soit lui-même très reconnu, qu'il fasse de la télévision, c'est un homme médiatique. Il ne renie pas finalement l'environnement dans lequel il a vécu, tout son apprentissage, toutes ses connaissances familiales qui lui ont été apportées par son père. Il ne les renie pas, mais il se les approprie pour se faire un nom ailleurs. Ça, c'est vraiment un compromis extraordinaire. Au château La Lagune, dans le Bordelais, la pression monte pour Caroline Frey. Elle ne va pas tarder à connaître
le verdict sur son millésime de l'année. Le cuvier est transformé pendant une semaine en salle de conférence et de dégustation. C'est ce qu'on appelle les primeurs, une période très importante pour Caroline. Face à la jeune héritière, un parterre de journalistes internationaux. Des critiques du monde entier qui vont déguster, discuter et donner leurs premières impressions sur le vin de Caroline. On n'a pas encore eu d'avis externe et ça c'est important, c'est forcément un peu stressant parce que voilà, tant qu'on n'a pas les grands critiques, les gens qui ont la confiance, les journalistes qui nous donnent leur avis et qui nous confirment que c'est un joli millésime, on peut toujours avoir une petite appréhension bien sûr. Aujourd'hui, celui qui va passer au crible la dernière production de Caroline est un des critiques de vin les plus réputés en France. Le nez de la lagune est toujours très particulier parce qu'il y a des épices qu'on trouve nulle part ailleurs. Bernard Burki est critique au Figaro. Caroline sait qu'elle a face à elle un des palais les plus exigeants de l'Hexagone. Il faut remonter très très loin pour avoir autant de pureté. Il faut remonter à 66 pour avoir autant de pureté. Donc là, en goûtant les vins, on est dans une bonne surprise parce que le côté positif, c'est qu'on a une très belle fraîcheur. On a un vin d'une pureté sans égale. Je suis même surpris donc, de pouvoir qu'on ait réussi à faire un vin de tel calibre. Premier test réussi pour Caroline. La note élogieuse que publiera Bernard Burki dans son journal sera un atout pour les ventes du nouveau cru en France. Mais 70% de sa production est destinée à l'exportation. Un des marchés les plus importants est le continent asiatique. Alors, Caroline soigne tout particulièrement l'accueil des critiques coréens et surtout chinois. C'est elle en personne qui leur sert de guide pour la visite des lieux. Comment est votre guide? Parfaite. Quel meilleur guide que la patronne elle-même. Ces invités de marque vont même avoir le privilège de déjeuner au château, comme s'ils faisaient partie de la famille. Au menu, croustillant de chèvre, noix de veau poêlée et baba au rhum. Le tout accompagné, bien sûr, d'un vin produit par Caroline. Luxe et terroir à la française, les critiques asiatiques sont conquis. J'ai l'impression de ressentir, jusque dans les moindres recoins de ce château, l'histoire, la force de cette famille et de ses ancêtres. Mon rêve serait d'y revenir un jour avec ma famille. Je pense que c'est la sincérité qui finalement leur fait tant apprécier leur séjour à la lagune. Et ça, soit ça vient du cœur ou pas, et ils font tout de suite la différence. La stratégie de Caroline est payante. Cette année, elle devrait vendre plusieurs dizaines de milliers de bouteilles en Asie. Mais ce qu'elle redoute le plus pour son prochain millésime, c'est la note du prestigieux guide Parker. Le critique le plus puissant dans l'univers du vin. Son avis est suivi par des millions d'acheteurs dans le monde entier. Quelques jours plus tard, c'est avec son père qu'elle découvre la critique tant redoutée. La note est donnée sur 100. Parker a très bien dégusté le vin. Il l'a qualifié, d'après ses termes, d'un des plus beaux efforts du millésime. Donc non seulement la note est excellente, on a 90-93. Elle est comparée aux autres châteaux du Médoc, elle fait partie des plus belles notes. Et puis les commentaires sont très, très élogieux, donc on a réussi sur toute la ligne. Ça me fait dire que j'ai eu raison de lui faire confiance. Tout le monde a pensé, beaucoup de gens ont pensé que Caroline était là parce que c'était la fille du propriétaire, et ça n'a jamais été le cas. Caroline est récompensée et toute l'équipe du travail qui a été effectué depuis maintenant 10 ans. Cette note est une des meilleures depuis que Caroline a repris la direction du château et la plus élevée de tout le Haut-Médoc. En 10 ans, le travail de la jeune héritière a fait de ce domaine un joyau très convoité. On nous a fait plusieurs propositions, comme à tous les grands châteaux bordelais, j'imagine. Mais comme tout bon paysan, on écoute et on s'endort dessus. On n'est pas vendeur de la lagune. On a une idée de ce que ça vaut, la lagune, aujourd'hui? Sûrement beaucoup d'argent.
Maintenant, Des dizaines de millions d'euros ou des centaines de millions d'euros? on est plus en centaines de millions d'euros qu'en dizaines de millions d'euros. Ouais. Vous pourriez ne rien faire. Vous pourriez vivre dans une belle propriété. Et pourquoi vous avez choisi de travailler aussi dur? J'ai jamais imaginé que je pouvais vivre dans une belle propriété sans rien faire. Ça, c'est clairement quelque chose qui m'a jamais traversé l'esprit. Et aujourd'hui, je trouve mon équilibre dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Voilà, donc le travail fait clairement partie des 4 pieds de la chaise. Et je ne peux pas imaginer un jour ne pas travailler. Vivre dans une propriété sans rien faire. Ça existe, ça. Oui, oui c'est vraiment. Caroline Frey a su être à la hauteur des millions d'euros que son père a investis dans le secteur viticole. Elle a réussi à faire fructifier son héritage. Grâce à elle, la valeur du groupe familial continue de progresser et l'unité du clan Frey de se renforcer. Au large de la plage de Copacabana, une autre héritière n'a, elle, aucun scrupule à ne rien faire, à part profiter de la vie avec quelques amis. Narcissa a demandé à une connaissance, riche héritier comme elle, de lui prêter un de ses bateaux pour une après-midi de détente. Parmi les convives de Narcissa, un invité de marque, Hassan, appartient à une des familles les plus riches du Maroc. Son oncle est ancien ministre et un homme politique de première importance. Il a rencontré Narcissa lors d'une fête entre héritiers organisée par la famille Pitangui. Depuis, elle est devenue la marraine de son fils. Hassan est au Brésil pour le business. Il veut investir dans l'hôtellerie de luxe à Rio. Il sait que Narcissa est son meilleur atout pour trouver des affaires. C'est Narcissa qui m'a ouvert les portes de Rio, qui a mis Rio à mes pieds, je dois dire honnêtement, c'est grâce à elle. Merci. Oui. Parce qu'elle est, après Corcovado à Rio, c'est Narcissa. Merci, victoire. Elle connaît tout le monde et surtout tout le monde l'adore. Brésil, il faut avoir les amis brésiliens pour avoir les bonnes connexions, pour comprendre comment ça fonctionne. Narcissa, c'est une bonne connexion, justement? Narcissa, c'est plus qu'une bonne connexion, c'est ma sœur. Être héritière d'une famille de la haute société de Rio permet aujourd'hui à Narcissa de faire profiter ses amis de tout son réseau. Perçoit-elle des commissions en échange pour entretenir sa fortune? L'extravagante brésilienne nous assure que non. J'habite là, à Copacabana Palace, j'habite à côté. Regarde mon immeuble, chauffant. Alors, combien de temps encore pourra-t-elle continuer à mener cette vie d'héritière flambeuse et insouciante? Elle seule connaît la réponse.